Bonjour à tous, je suis Alexandre Bercher, je suis juriste au CMAP au pôle Marne. Je suis ravi de vous accueillir pour la reprise des mardis du CMAP. Aujourd'hui, on va évoquer le thème de la sentence et après. On a le plaisir d'accueillir Caroline Bulter qui va vous présenter ce pareil, un sujet très intéressant. Caroline pratique l'arbitrage international depuis une vingtaine d'années. Elle conseille régulièrement des sociétés françaises et étrangères et intervient en qualité de conseil dans de nombreuses procédures d'arbitrage, qu'elles soient ad hoc ou des procédures régies par différents règlements d'arbitrage. Ravi de vous rencontrer ou pour certains de vous revoir ce matin sur un sujet effectivement qu'on aborde peu, alors que c'est en réalité un sujet complexe. D'ailleurs, suffisamment complexe pour que en préparant la session de ce matin, je me suis rendu compte que ce serait plus simple pour vous si je vous donnais un tableau, parce que sinon c'est assez compliqué. Ça peut être assez compliqué à suivre. On en parlait tout à l'heure justement autour du café, puisqu'il y a des différences entre l'arbitrage interne et international. Alors, j'ai essayé dans ma présentation de repartir parfois sur du basique, en fait, sur des règles, notamment qu'est-ce que l'arbitrage interne, l'arbitrage international, ne sachant pas en réalité si vous maîtrisiez aussi ces notions, alors qu'en réalité, elles sont très importantes. Alors, je suis assez surprise, effectivement. Très souvent, on voit, et je participe d'ailleurs à des conférences sur la procédure d'arbitrage, comment rédiger la clause compromissoire, et assez peu, en fait, ce thème de la sentence et après. Or, quand vous rencontrez un client, au début, quand il souhaite initier ou il se pose des questions sur est-ce que j'initie une procédure d'arbitrage, une des premières questions qu'il vous pose, c'est « Ok, mais alors une fois que j'ai la sentence, si j'obtiens une sentence favorable, quand et comment je vais pouvoir récupérer mon argent ?» Parce qu'on sait bien que le nerf de la guerre, c'est effectivement récupérer l'argent. En réalité, le client, avoir une bonne sentence, au niveau juridique, il s'en moque un peu. Ce qu'il veut, c'est qu'effectivement, cette sentence soit efficace et lui rapporte de l'argent. Alors, c'est pour ça que du coup, je ne reviendrai pas sur les questions qui se posent en général. Quels sont les avantages et les inconvénients de l'arbitrage? Combien de temps ça dure? Quel coût? Ça, c'est aussi des questions premières qu'on vous pose, mais là-dessus, ça mériterait des heures en fait, de discussion. Et je suis persuadée que le CMAP, s'il n'en a pas déjà fait, fera des mardis sur ces questions, parce que c'est aussi effectivement des questions fondamentales quand on est dans l'arbitrage. Alors, à la question du client qui vous dit quand est-ce que je vais récupérer et comment je vais récupérer mon argent, alors évidemment, la première réponse, elle vous dit, bon, déjà, il faut que la sentence vous soit favorable. Ensuite, la deuxième réponse, eh bien, ça va être il va falloir procéder à l'exéquatur de la sentence si elle n'est pas exécutée spontanément. Alors là-dessus, déjà, je rassure généralement les clients. On a tendance à dire, puisque c'est assez compliqué à savoir, que 80% des sentences sont exécutées spontanément. Donc déjà, on peut rassurer le client, finalement, les litiges quant à l'exécution de la sentence ne concernent quasiment que 20% des sentences. Donc c'est déjà en fait finalement une question assez minoritaire comparée au nombre de sentences qui sont rendues. Et de mon expérience, il est vrai que généralement les sentences sont exécutées spontanément, pas forcément dans l'intégralité de la sentence, mais il peut y avoir des accords post-sentence pour aménager l'exécution de la sentence. Et puis, si jamais il y a une difficulté, donc il faut effectivement au début obtenir l'exécution de la sentence, mais ça on va le voir en détail après. Et puis également, il faut faire attention, il faut s'attacher quand on reçoit la sentence à s'assurer qu'elle soit déjà claire, qu'elle soit complète, qu'elle soit exécutable. Et il faut aussi s'assurer qu'il n'y ait pas de recours contre cette sentence. C'est aussi une des difficultés que l'on peut retrouver, puisque, on le verra tout à l'heure, s'il y a des recours, en fonction de si c'est un arbitrage interne ou international, le recours va être suspensif ou non. Donc, dans un premier temps, on va voir donc comment exécuter la sentence arbitrale, et puis après, dans un deuxième temps, quelles sont les difficultés que l'on peut rencontrer lorsqu'on exécute la sentence arbitrale. Donc, comment exécuter une sentence arbitrale? Alors, je vous le disais, là, évidemment, on va partir sur l'idée que la partie qui est condamnée ne s'exécute pas volontairement, puisqu'il n'y a pas de difficulté si elle s'exécute volontairement. Alors, pour rappel, une sentence arbitrale a autorité de la chose jugée relativement à la question qui a été tranchée par les arbitres. En revanche, elle n'a pas de plein droit force exécutoire.
contrairement au jugement, c'est-à-dire qu'elle n'a pas la qualité qui permet l'exécution forcée de la décision lorsque la partie condamnée ne l'exécute pas spontanément. Donc, il va falloir d'abord faire reconnaître cette sentence, puis la faire exéquaturer dans chaque pays où vous allez vouloir l'exécuter. La Cour de cassation rappelle, et je la cite parce que c'est très clair, la sentence internationale, qui n'est rattachée à aucun ordre juridique étatique, est une décision de justice internationale dont la régularité est examinée au regard des règles applicables dans le pays où la reconnaissance et l'exécution sont demandées. Donc, quand on lit ça, on se dit que ça va être extrêmement compliqué d'exécuter et de faire reconnaître la sentence, puisque ça va dépendre du droit et du pays dans lequel on va tenter d'exécuter. Donc, ça paraît très laborieux. Eh bien non, justement, l'arbitrage bénéficie d'une facilité d'exécution dans le monde, et encore plus en France. Alors, pourquoi la reconnaissance et l'exécution des sentences sont-elles facilitées? Eh bien, je ne sais pas, en fait, si vous connaissez, je crois comprendre que oui, mais donc en 1958, il y a une convention qui a été signée à New York sur la reconnaissance et l'exéquature justement des sentences étrangères. Cette convention, donc, on l'appelle la Convention de New York. Elle est signée aujourd'hui par 170 États sur les 197 pays reconnus par l'Organisation des Nations Unies. Alors, pour la petite histoire, j'ai fait une recherche pour savoir justement, parce qu'on dit 170 pays ont signé la Convention de New York, je me suis demandé combien il y avait de pays en réalité dans le monde. Alors, l'Organisation des Nations Unies dit 197, on est presque à tous les pays, et puis après, certains disent qu'en non, en fait, il y aurait 300 pays. Alors, je vous avoue que je ne suis pas allée creuser plus que ça m'avait l'air compliqué, les frontières, manifestement, sont assez variables en fonction des personnes qui comptent le nombre de pays. Donc, bref, on est quand même sur 170 pays sur les 197 États, donc ça veut dire qu'on arrive quand même à une grosse majorité des pays signataires de cette convention. Et cette convention, justement, eh bien, du coup, ça veut dire que là, en fait, c'est un instrument fondamental de l'arbitrage qui vise la reconnaissance et l'exécution des sentences arbitrales étrangères, c'est-à-dire que les sentences rendues sur le territoire d'un État autre que celui où la reconnaissance et l'exécution des sentences sont demandées, en fait, c'est automatique. Donc, on va voir évidemment qu'il y a des exceptions, mais ça veut dire que la sentence... Alors, je ne sais pas si vous savez, en fait, la question du siège de l'arbitrage. Parce que là, en fait, du coup, je vous ai dit que la Cour de cassation a dit la sentence, finalement, est détachée de tout État. Et là, on vous dit, finalement, la sentence rendue dans un État. Donc, je ne sais pas, vous connaissez la notion du siège de l'arbitrage? Oui, donc je ne repars pas, du coup, sur ce fondamental. Donc, même si elle n'est rattachée, la sentence, à aucun ordre juridique, en revanche, elle est attachée à un lieu, à un siège de l'arbitrage. Et on va le voir, ce siège de l'arbitrage est fondamental puisque c'est lui qui va déterminer quel est le juge compétent en cas de recours. Et c'est aussi fondamental puisque si c'est rendu dans un État signataire de la Convention de New York, elle sera également appliquée. Sauf que même la Convention de New York rend encore plus universelle, finalement, son application, puisqu'elle a reconnu, la Convention de New York, qu'il n'y avait pas d'obligation de réciprocité, c'est-à-dire que même si la sentence est rendue dans un État non signataire, dès lors qu'on demande son exécution dans un État signataire, la Convention de New York s'applique. Donc finalement, on voit bien que sur ces 193 États, seulement 170 l'ont signé, mais dès lors que vous tentez d'exécuter une sentence dans un de ces 170 États, c'est-à-dire quand même ça vous fait beaucoup, eh bien elle sera applicable même si elle est rendue dans un État qui n'est pas signataire de la Convention de New York. Alors, vous allez me dire, OK, très bien, la Convention de New York s'applique presque partout, elle concerne quasiment toutes les sentences, mais qu'est-ce qui est plus simple, en fait, pour pouvoir reconnaître et exécuter la sentence du fait de cette Convention de New York? Alors, si on fait un petit comparatif, si vous prenez un jugement, pourquoi ce serait plus compliqué de faire reconnaître et d'exécuter un jugement? Alors, évidemment, les jugements rendus au sein de l'Union européenne connaissent une grande facilité d'exécution. Aujourd'hui, avec le règlement Bruxelles 1 bis, il n'y a plus qu'un certificat qui doit être délivré par la juridiction qui a rendu le jugement et qui doit effectivement confirmer que ce jugement est exécutoire. Et dans ces cas-là, vous pouvez faire exécuter très facilement ce jugement dans les pays de l'Union.
sauf que ce ne sont que les pays de l'Union et que l'arbitrage a une vocation parfois plus internationale que les seuls pays de l'Union. Et si vous voulez du coup faire exécuter votre jugement dans un pays autre que l'Union, eh bien là, en revanche, ça se complique. Ça se complique parce que généralement, ce sont des traités bilatéraux qui vont devoir, en fait, c'est sous un traité bilatéral que vous allez devoir voir comment je peux faire reconnaître et exécuter ma sentence à l'étranger. Donc, ça veut dire qu'il n'y a aucune unicité en réalité. Ça va dépendre à chaque fois du traité ou des règles applicables dans le pays où vous tentez de faire exécuter. Donc, pas d'unicité sur les conditions d'exécution. Ça va être très compliqué déjà. Puis après, certains traités prévoient une double homologation du jugement. Donc, ça veut dire encore des conditions que vous ne connaissez pas et du temps et donc de l'argent, parce qu'à nouveau, le nerf de la guerre pour votre client, c'est de récupérer son argent le plus vite possible. Alors, les jugements intracommunautaires, ça va. Les jugements hors communautaires, ça devient compliqué, mais je n'ai toujours pas la réponse. Pourquoi la Convention de New York simplifie la reconnaissance et l'exécution des sentences? Bien parce que, en fait, les conditions pour faire reconnaître et exécuter une sentence sous la Convention de New York, eh bien, en fait, sont très limitées. C'est-à-dire que la partie qui va s'opposer, donc en fait, on le fait par la négative, la partie qui veut s'opposer à la reconnaissance et à l'exécution d'une sentence doit démontrer un des cas spécifiés dans la Convention de New York. Et ce sont des cas, on va les reprendre, qui sont très limitatifs et qu'on va retrouver un peu comme les cas de recours en annulation. Alors, donc c'est l'article 5 de la Convention de New York qui prévoit quels sont les cas où la sentence pourrait ne pas être reconnue et exécutée. Les parties... C'est une formation, je ne vais pas... Daniel, laisse ça, ça me fait bien. J'ai demandé l'argent de manger. Toujours à manger. non visées dans le compromis ou n'entrant pas dans les prévisions de la clause compromissoire, ou elle contient des décisions qui dépassent les termes du compromis ou de la clause compromissoire. On pense à l'ultra petit a notamment. Ou encore lorsque la constitution du tribunal arbitral ou la procédure d'arbitrage n'a pas été conforme à la convention des parties, non-respect par les arbitres de leur mission, ou que la sentence a été annulée ou suspendue par une autorité compétente du pays dans lequel la sentence a été rendue. Ainsi, on voit bien que la Convention de New York a extrêmement limité les cas de refus en fait, de reconnaissance et d'exécution de la sentence, et qu'en aucun cas, il n'est possible de solliciter la révision au fond de la sentence. Ce qui n'est pas le cas lorsque vous tentez d'exécuter des jugements hors Union européenne, où très souvent, le juge de l'exécution se plonge dans le contrôle de la sentence, enfin du jugement. Et donc, ça complique évidemment la reconnaissance et l'exécution des jugements. Donc, en conclusion, la Convention de New York a les avantages suivants. Meilleure prévisibilité car unicité des critères de reconnaissance et d'exécution. Beaucoup de pays signataires, donc on l'a vu, et des conditions qui ne permettent pas de réviser au fond.
Ainsi, grâce à cette convention, en fait, une sentence bénéficie des plus grandes chances de reconnaissance internationale dans 170 pays, et voire même plus. Alors que la Convention de New York simplifie déjà fortement la reconnaissance et l'exécution, mais il faut savoir que le droit français il est encore plus libéral. C'est-à-dire que si vous souhaitez faire reconnaître ou exécuter votre sentence en France, eh bien, on verra qu'en réalité, il ne reste plus qu'une seule condition. C'est le respect de l'ordre public international pour ce qui est des sentences arbitrales internationales. Donc, on va voir, donc, quelles sont les conditions de reconnaissance en France, puisque j'imagine que c'est une des questions que vous vous posez, et puis après, comment on exéquature, puisqu'il y a d'abord la phase de reconnaissance, puis la phase exécution de la sentence en France. Alors, sur la reconnaissance, on ne va parler que des sentences internationales ou des sentences étrangères, donc sentences rendues en France ou des sentences étrangères, puisque la notion de reconnaissance, finalement, ne s'applique pas aux sentences internes. Parce que si on regarde les dispositions du Code de procédure civile, on s'aperçoit que les conditions de reconnaissance ne visent que l'arbitrage international. Donc, je comprends du Code de procédure qu'en réalité, une sentence en arbitrage interne rendue en France est automatiquement reconnue dans l'ordonnancement juridique français. Donc déjà, il n'y a plus qu'une étape pour les sentences internes, si on allait en parler, eh bien, il n'y a plus que l'exéquature pour les sentences internes rendues en France, il n'y a plus la question de la reconnaissance. Pour les sentences étrangères ou les sentences rendues en France, mais sentences dans le cadre d'un arbitrage international, en revanche, il y aura deux étapes, la reconnaissance et l'exéquature. Alors, qu'est-ce qu'il faut pour faire reconnaître, je dis bien reconnaître et pas exéquaturer, une sentence internationale ou étrangère en France? Bien, il faut tout d'abord, alors c'est les articles 1514 et 1515 du Code de procédure civile, vous allez voir, c'est quand même particulièrement simple, donc encore plus libéral que la Convention de New York. Il faut démontrer l'existence de la sentence. Donc, en réalité, il faut produire la sentence dans son original ou alors une sentence qui est certifiée conforme. Donc, on voit que ça n'est quand même pas bien compliqué. Donc, il y a la sentence et puis il faut également produire la convention d'arbitrage. On verra que ces conditions, d'ailleurs, on les retrouve également pour faire exéquaturer la sentence. Ensuite, la deuxième condition, et ça je vous l'ai déjà dit tout à l'heure, il faut que la sentence ne soit manifestement pas contraire à l'ordre public international. Et c'est le seul critère, c'est-à-dire que les autres critères, finalement, en France, je dis bien à nouveau en France, sont abandonnés. Et d'ailleurs, la Convention de New York dit bien, dans le cœur de ces dispositions, que, effectivement, dès lors qu'il y a un pays avec un traitement plus favorable, c'est le traitement plus favorable qui s'applique. Donc, le droit français étant plus favorable, c'est lui qui s'applique et les autres conditions sont abandonnées. Ensuite, il faut solliciter l'exéquature. Alors, l'exéquature en France, c'est d'une simplicité absolue, à tel point que, alors, c'était encore même plus simple, j'ai envie de dire, il y a quelques années. Il y a quelques années, quand je sollicitais l'exéquature d'une sentence, je l'avais en 3 jours. Et c'était bien la seule fois où un greffe m'appelait pour me dire « votre sentence est exéquaturée ». On sait qu'on a tendance généralement à courir après les greffes pour avoir des informations. Et là, il y a un service en fait dédié justement à l'exéquature et qui, à l'époque, permettait au greffe de vous appeler. Aujourd'hui, c'est peut-être plus 3 jours, mais vous avez votre exéquature, si ce n'est pas au mois d'août, parce que j'ai expérimenté aussi le mois d'août, vous l'avez en 10-15 jours, ce qui est extrêmement simple. Donc, c'est une rapidité complète, sauf que ce principe-là, donc on va voir les documents qu'il faut fournir en pratique pour obtenir l'exéquature. Il faut savoir que donc en France, on a une exéquature qui est non contradictoire. Donc, on en parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que vous n'avez même pas besoin d'informer la partie adverse que vous obtenez l'exéquature, ce qui est peut-être une surprise pour la partie adverse, parce qu'ils ne sont pas appelés à être entendus dans la majorité des pays. En revanche, les parties sont appelées à être entendues. Voilà, donc, c'est typiquement français d'avoir une procédure non contradictoire. Peut-être qu'il y a d'autres pays, mais moi, j'en ai pas vu un seul. Dans tous les autres pays dans lesquels on a essayé d'exécuter, généralement, les deux parties sont entendues. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour solliciter l'exéquature?
Alors, l'exéquatur, elle est accordée par le président du tribunal de grande instance, dans le ressort duquel la sentence a été rendue. Et si elle a été rendue à l'étranger, à ce moment-là, c'est le président du tribunal de grande instance de Paris. Alors, la requête. On nous dit qu'il faut déposer la requête. Alors, souvent, on me dit la requête, mais sous quelle forme? Est-ce que c'est un écrit? Est-ce que c'est un jeu d'écriture? Mais on va voir qu'en France, non. En fait, la requête, c'est un bien grand mot. C'est-à-dire que vous allez communiquer, on l'a vu, comme pour la reconnaissance, la convention d'arbitrage. Donc, souvent, c'est la convention d'arbitrage originale. Donc, bien voir avec votre client s'il a encore conservé l'original. Souvent, ça peut être des litiges qui remontent à plusieurs années. Et donc, parfois, ils n'en ont que la copie. Donc, ça peut être une difficulté pour obtenir en revanche l'exéquatur. Donc, en amont, dès le début de la procédure d'arbitrage, il faut s'assurer d'avoir l'original ou une copie certifiée conforme de l'original. Sinon, c'est bien joli d'avoir une sentence, mais ça va être compliqué de la faire exéquaturer. Donc, vous devez produire au juge donc, cette convention d'arbitrage. Il faut l'original de la sentence également. Pensez également que vous serez peut-être amené à faire exécuter la sentence dans plusieurs pays. Généralement, la partie qui a sa sentence, elle n'a qu'un original de la sentence. Il faut savoir que généralement, quand vous passez par des institutions, alors ça, on va l'aborder, mais je suis pro-institution, puisqu'on va voir justement que les institutions permettent souvent de faciliter l'exécution de la sentence, au même titre qu'elle permet de faciliter aussi la procédure d'arbitrage elle-même, puisqu'elle prévoit des règles spécifiques qui vont aider les parties. On va voir aussi que les institutions souvent facilitent ou évitent, on va dire plutôt, les risques de recours en annulation, puisque les institutions vont relire la sentence avant qu'elle soit notifiée aux parties, et elles vont souvent éviter aux arbitres de commettre quelques erreurs, parfois mineures, des petites erreurs d'écriture de chiffres, parfois majeures. Les arbitres vont trop loin dans leurs décisions, ou alors ils ne vont pas assez loin et oublient parfois des demandes. Donc, le rôle de l'institution est majeur. Donc, j'en reviens. Pourquoi, vous allez me dire, mais pourquoi dans ce cas-là, alors qu'on en est juste à l'original de la sentence, pourquoi l'institution, c'est important? Parce qu'en fait, généralement, il suffit de se rapprocher de l'institution qui, elle, va se rapprocher des arbitres pour demander des copies supplémentaires, enfin, pas des copies, des originaux supplémentaires de la sentence. Si vous ne passez pas par une institution, il va falloir que vous contactiez vous-même tous les arbitres pour qu'ils se mettent d'accord pour re-signer des sentences, ce qui n'est pas toujours facile. On sait que les arbitres peuvent être un peu submergés et vous n'êtes pas prioritaire. Sauf que vous voulez exécuter dès que possible votre sentence, enfin surtout votre client. Alors, donc, vous allez déposer l'original de la sentence avec un exemplaire de la convention d'arbitrage. Si la sentence et la convention sont dans une langue étrangère, à ce moment-là, il faut penser à les faire traduire. Sinon, vous n'obtiendrez pas l'exéquatur de votre sentence. Alors, la traduction par traducteur assermenté n'est pas obligatoire, mais il faut savoir que si vous voulez éviter une quelconque difficulté, il est préférable de la faire traduire et de la soumettre traduite, parce que ça peut être un cas de refus d'exéquatur, pas toujours très clair. Je pense que ça dépend un petit peu du magistrat et on voit qu'en ce moment, ça tourne beaucoup. Donc, pour éviter de perdre du temps, je vous conseille vraiment de la faire traduire. Pas besoin d'assermenter, donc des coûts réduits. Et au moins, comme ça, vous savez qu'il n'y aura aucune difficulté sur la langue. Alors, la requête, donc là, vous allez me dire, mais ce n'est pas du tout une requête. La requête, en fait, c'est une mention manuscrite qu'il va falloir apposer sur la première page de la sentence. C'est assez marrant parce qu'à l'heure du dématérialisé, eh bien là, c'est une mention manuscrite. Et donc, c'est une mention, je vais vous la lire, qui est quand même très, très simple, mais il faut bien l'écrire à la main. Alors, à nouveau, faites attention, vous l'écrivez à la main. Généralement, vous n'avez pas pléthore d'original de la sentence. Donc, c'est toujours un moment un peu où il faut faire attention. Pas de rature sur la première page. Vous avez votre sentence. Il faut l'écrire penché, comme ça, ici, et vous avez un texte bien précis à indiquer, et c'est ce qui fait la requête pour demander l'exéquatur. Donc, vous voyez, c'est d'une simplicité. Alors, il faut donc avoir un ministère d'avocat, puisque seul l'avocat peut écrire cette mention sur la sentence. Je sous-signé, maître, en qualité de représentant de la société X ou Y, requiert l'exéquatur de la présente sentence arbitrale
et sollicite la délivrance d'une expédition revêtue de la formule exécutoire. Fait à Paris, si on est à Paris, le signature. Voilà, c'est votre requête. Donc, en termes de facilité sur l'exéquature en France, je pense qu'on peut dire que nous sommes à peu près les champions. Alors, ensuite, ce que je vous disais, donc vous attendez. Vous pouvez téléphoner au greffe, ça m'est déjà arrivé, ils sont rarement contents, et puis il ne faut pas les fâcher, parce que parfois, du coup, votre demande peut passer un peu en dessous si vous insistez. Parfois, il y a des clients qui ont besoin, et on va le voir, qui ont besoin d'avoir l'exéquature tout de suite, au risque qu'il y ait un recours en annulation qui vienne se greffer entre le moment où vous déposez votre requête et au moment où on tamponne votre requête avec l'ordonnance. Parce que, à nouveau, le Code de procédure civile, il dit qu'il y a une ordonnance d'exéquature qui est rendue. Eh bien, c'est comme la requête pour demander l'exéquature, c'est une mention manuscrite sur la sentence. Eh bien, l'ordonnance, en réalité, c'est juste un tampon. Il n'y a pas d'ordonnance en tant que telle, comme on peut avoir l'habitude. On s'attend à un document, non. En fait, quand on vous accorde l'exéquature, la seule chose que vous avez sur votre sentence, c'est ce tampon. En revanche, si la décision est le refus d'exéquature, dans ces cas-là, vous avez une ordonnance qui prend bien la forme d'une ordonnance et qui va être motivée, qui va expliquer les raisons pour lesquelles l'exéquature n'est pas accordée. Alors, sachant que en France, quel est le motif de refus d'exéquature? Violation de l'ordre public. Donc, on est quand même sur des cas extrêmement limités. Moi, j'avoue que je n'ai jamais eu de refus d'exéquature au motif qu'il y avait une violation de l'ordre public. C'est un contrôle vraiment prima facie. On va voir, contrairement en fait au juge de l'annulation qui, lui, aujourd'hui, fait un contrôle plein pour s'assurer qu'il n'y a pas de violation à l'ordre public. En revanche, le juge de l'exéquature, lui, fait vraiment un contrôle extrêmement léger. Donc, il faut vraiment que ce soit une violation manifeste de l'ordre public, sans quoi, en fait, il vous appose le tampon. Du coup, pour annuler une sentence en France, c'est sous un mois pour avoir le recours en annulation. Alors, on va le voir tout à l'heure, mais pour demander le recours en annulation, ce n'est pas lié à l'exéquature. C'est-à-dire qu'en fait, vous obtenez la sentence, vous allez la faire signifier, donc aujourd'hui par huissier, parce qu'il y a eu tout un débat, est-ce que la notification par un centre d'arbitrage vaut signification pour faire courir le délai? Pendant très longtemps, on se posait la question. Dans le doute, on faisait signifier par huissier pour être sûr de faire courir le délai. Mais là, c'est une signification sans la nécessité de la sentence exéquaturée. Ma question, c'est donc, du coup, le greffe ne se préoccupe pas de savoir si on est dans le délai de recours en annulation. Non. Ils peuvent très bien donner l'exécution de la sentence et alors qu'on peut être dans le délai à partir oui. Oui, c'est pour ça qu'en fait, si vous voulez aller très vite et prendre un peu de cours la partie adverse, en fait, vous avez la sentence et à ce moment-là, vous partez la faire exécuturer. C'est des petits jeux de stratégie. Un point là-dessus, quand même, parce que j'ai déjà eu cette difficulté. Comme les juridictions, c'est par rapport entre la cour d'appel et le président du tribunal de grande instance, il faut veiller à ce qu'il n'y ait pas déjà un recours en annulation pendant, quand vous allez voir le président du tribunal de grande instance. S'il vous donne l'exéquature alors que la cour d'appel était déjà saisie du recours en annulation, il sera dessaisi. Il sera dessaisi et il peut y avoir un doute sur la validité du titre, alors que quand la cour d'appel est saisie, c'est le conseil de la mise en état qui devient compétent pour vous octroyer l'exéquature. Et là, pour le coup, le débat va être contradictoire. Voilà, en fait, il y a vraiment, c'est pour ça, c'est vraiment un jeu de. Parce que comme l'exéquature, vous n'êtes pas informé, le recours en annulation, vous pouvez être informé tardivement si vous n'êtes pas un confrère qui, confraternellement, vous informe qu'il est en train d'initier, puisque c'est une déclaration par RPVA, en fait, on va le voir après. Le recours en annulation, c'est une simple déclaration. Donc, il faut que vous soyez informé vous-même. Dans le même temps, ça m'était arrivé aussi, où le même jour, en fait, la partie adverse initiait le recours en annulation et nous, on avait déposé notre demande d'exéquature. Et là, on verra tout à l'heure, c'est vraiment le jeu de est-ce qu'au moment où j'ai déposé ma demande d'exéquature, il y avait déjà le recours en annulation? Donc, à qui est le premier à être saisi? Voilà. Donc, parce qu'il y a un cas où automatiquement l'exéquature est annulée.
Et dans un autre cas, en fait, l'exéquatur peut être maintenue, surtout si on est dans un arbitrage international, puisque le recours en annulation de l'arbitrage international n'est pas suspensif. Donc, voilà. Donc après, c'est un petit jeu, mais c'est assez complexe. C'est pour ça que je disais, il y a beaucoup de complexité, et ce qui fait un peu son charme aussi. Mais c'est surtout ce qui vous pousse en fait, à aller le plus vite possible. Et c'est pour ça que quand il y a quelques années, on obtenait l'exéquatur en 3 jours, c'était magnifique. Aujourd'hui, vous avez 15 jours où vous ne savez pas trop. Est-ce que ça laisse 15 jours, en gros, quasiment à l'autre partie pour pouvoir se décider à faire son recours en annulation? Donc, on en était l'ordonnance qui refuse. Alors, je regarde. Oui, donc juste c'était pour vous dire, donc, on a cette facilité en France. Si vous devez envisager l'exéquatur dans un autre pays, ce qui m'est arrivé plusieurs fois, donc pensez que ça va être contradictoire généralement. Et donc là, pour le coup, l'obtention de l'exéquatur peut prendre 1 mois, 2 mois, 3 mois, voire parfois un petit peu plus longtemps, en fonction en réalité alors, soit du droit interne, mais j'ai plutôt envie de dire c'est souvent de la méconnaissance encore de la procédure d'exéquatur des sentences. Donc, il y a des pays, par exemple au Maroc, il y a quelques années, c'était très long pour obtenir une exéquatur. Aujourd'hui, on l'a plutôt dans un délai de 2 mois. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les magistrats sont formés aussi à ces procédures. Donc, plus ça va aller, plus en fait les magistrats locaux vont se former à la procédure d'exéquatur, plus ça va aller vite. Voilà. Et puis, les pays, en fait, se font aussi, comme ils veulent justement favoriser l'arbitrage, donc le Maroc, typiquement, hein, Jean-Paul, parce que j'aime beaucoup ce pays en plus, mais voilà, le Maroc s'est fait un point d'honneur de favoriser l'arbitrage pour faire venir des investisseurs. Et donc, ce qui au début prenait pas mal de temps, notamment pour l'exéquatur, c'était très compliqué. Je ne dis pas que c'est simple encore aujourd'hui d'exécuter au Maroc, mais en tout cas, l'exéquatur, vous l'avez déjà dans un délai bien plus raisonnable que ce que ça peut être avant. Et donc, j'avais eu également un dossier au Cameroun où aujourd'hui, c'est simplifié par rapport, et là, on a obtenu l'exéquatur en 2 mois. Donc c'était aussi une bonne surprise parce que justement, dans ces pays, c'est contradictoire. Donc, nécessairement, ça rallonge la procédure pour obtenir l'exéquatur. Donc, bien penser à prévenir votre client. En France, c'est peut-être un des premiers pays où il faut essayer de trouver des biens. Voilà, c'est quand même beaucoup plus simple. Alors, quelles sont les conditions pour accorder l'exéquatur au fond? Bien, ce que je disais, c'était donc l'article 1488 du Code de procédure civile prévoit que l'exéquatur ne peut être accordée si la sentence est manifestement contraire à l'ordre public. Il n'y a pas… Alors, il y a un point qui est intéressant de souligner, puisque c'est quand même aussi une spécificité française. Je ne sais pas si vous vous rappelez tout à l'heure, dans la Convention de New York, le point 5, l'article 5.1e, qui disait qu'il faut que la sentence ne soit pas annulée dans le pays où elle a été rendue. Et ça, je pense que vous le savez, les juges français, puisque le Code de procédure civile ne prévoit pas à écarter cette condition de la Convention de New York, et aujourd'hui, le juge français va considérer qu'il peut quand même exéquaturer une sentence, même si elle a été annulée dans le pays dans lequel elle a été rendue. Puisqu'il considère qu'en réalité, ce n'est pas parce que dans ce pays-là, les juges ont considéré que ça violait par exemple l'ordre public, que ça violait pour autant l'ordre public français. On n'était pas les seuls. Il y avait les États-Unis et la Belgique aussi qui avaient rendu à l'époque des décisions similaires, puisqu'on disait que c'était l'ego français, on considérait que nos magistrats étaient bien meilleurs que les magistrats dans d'autres pays. Eh bien, en fait, je crois qu'aujourd'hui, on est les seuls, puisque manifestement, les États-Unis et la Belgique ont abandonné cette jurisprudence. Et donc, si vous avez une sentence annulée dans le pays où elle a été rendue, je vous conseille d'essayer en France. C'est probablement un des derniers pays où vous pouvez tenter l'exercice. Donc, je vous renvoie, en fait, cette jurisprudence en France, c'est depuis 2005, donc ça commence déjà à dater. Puis après, il y a l'arrêt, évidemment, pour Travali de 2007 de la Cour de cassation qui est venue confirmer cette possibilité. J'essaie d'avancer parce que je vois le temps. Alors ensuite, donc, vous avez obtenu l'exéquatur. Donc, quels sont les recours contre cette ordonnance d'exéquatur?
Donc, à nouveau, là, ce on en parlait ce matin, évidemment, pour ne pas faire simple, on a donc décidé de distinguer entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Alors, en arbitrage interne, il faut distinguer aussi le cas où l'exéquatur a été accordée et le cas où l'exéquatur a été rejetée. L'ordonnance qui accorde l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours, c'est l'article 1499 du Code de procédure civile. Elle ne peut donc pas être rétractée par le juge qui l'a rendue. En revanche, il existe toujours, évidemment, la possibilité de faire un recours pour excès de pouvoir, ce qui est particulièrement compliqué à démontrer qu'il y a eu un excès de pouvoir de la part du juge qui a reconnu l'exéquatur. Dans le cas du recours pour excès de pouvoir, attention, ce recours n'est pas suspensif. Donc, ça ne vous permettra pas non plus de limiter l'exécution de la sentence. En revanche, et c'est là où on en vient à la question, est-ce que l'ordonnance d'exéquatur est affectée en cas de recours en annulation contre la sentence exéquaturée? Je reprends parce que je préfère prendre mes petits papiers parce que je sais que ça n'est pas simple. Donc, si l'exéquatur n'était pas encore intervenu, le juge compétent pour l'accorder est dessaisi de plein droit. C'est-à-dire que si le recours en annulation est initié avant avant l'exéquatur, le juge de l'exéquatur est dessaisi. Il ne peut pas, encore faut-il qu'il soit informé qu'il y a eu un recours en annulation initié au moment où il a reçu la demande d'exéquatur. Si l'exéquatur a déjà été accordé, le recours contre la sentence vaut recours contre l'ordonnance d'exéquatur, qui doit donc être annulée si elle est, alors elle est annulée si elle est rendue postérieurement à l'initiation du recours en annulation. Vous voulez que je reprenne? En revanche, si l'exéquatur a déjà été accordée avant que le recours en annulation soit initié, alors elle est maintenue en principe jusqu'à la décision sur le recours en annulation. Mais c'est largement débattu. Autant vous dire que de toute façon, ça fera l'objet d'incidents, puisqu'il y a vraiment, c'est vraiment la guerre entre le moment, à quel moment ça a été initié. Et c'est tout le problème en fait du fait que ce ne soit pas contradictoire. Donc en fait, le pendant du fait que ce soit très bien que ce ne soit pas contradictoire, parce que du coup on l'obtient très vite, et bien ce pendant-là, c'est que ça peut créer des incidents de procédure. Voilà. Alors concernant l'ordonnance qui refuse l'exéquatur, elle peut quant à elle être frappée d'appel dans le délai d'1 mois à compter de la signification de l'ordonnance de refus. L'article 1500 du Code de procédure civile. Alors dans les cadres, ça c'était pour l'arbitrage interne, dans le cadre d'un arbitrage international, eh bien, il y a aussi 2 cas différents en cas de refus ou d'agrément de la demande d'exéquatur. Donc ça, normalement, je crois que c'est dans mon petit tableau. J'avais essayé de résumer à peu près tout ce qu'on pouvait trouver sur les distinctions. Alors, selon l'article 1524 du Code de procédure civile, l'ordonnance qui accorde l'exéquatur n'est susceptible d'aucun recours, sauf dans le cas prévu au 2e alinéa de l'article 1522, c'est-à-dire si les parties ont expressément prévu dans leur clause compromissoire qu'elles renonçaient au recours en annulation. Donc, en réalité, c'est offrir une possibilité, puisque le recours en annulation, on va le voir, c'est en réalité le seul recours qu'il y a contre une sentence internationale. Donc, si jamais vous renoncez à cette seule possibilité qui est le recours en annulation, on vous offre à ce moment-là la possibilité de contester l'exéquatur de la sentence. Et on va voir qu'en fait, les cas de contestation dans ces cas-là rejoignent un petit peu les cas du recours en annulation. Et concernant la décision en arbitrage international qui refuse la reconnaissance ou l'exéquatur d'une sentence arbitrale, eh bien c'est l'article 1523 du Code de procédure civile. Elle est susceptible d'appel, étant précisé que c'est toujours également un appel dans le délai d'1 mois à compter de la signification de l'ordonnance qui refuse l'exéquatur. Alors, de manière générale, il faut aussi garder en tête que le rejet du recours en annulation confère l'exéquatur également à une sentence. Alors maintenant, j'en viens à la phase pratique de l'exécution de la sentence arbitrale. Je ne sais pas si vous avez des questions sur la première partie.
Préalablement, en fait, il y a évidemment la notification de la sentence arbitrale revêtue d'exéquatur. Donc, on a vu tout à l'heure, j'en en parlais, vous pouvez signifier la sentence pour faire courir le délai de recours en annulation, mais elle n'a pas besoin d'être revêtue d'exéquatur. En revanche, si vous voulez pouvoir procéder à l'exécution forcée, il faudra faire signifier la sentence revêtue, cette fois de l'exéquatur. Donc, tout l'intérêt aussi, comme ça allait extrêmement vite pour obtenir l'exéquatur, c'est que vous ne faisiez en réalité qu'une seule signification. La vie en 3 jours, hop, vous signifiez votre sentence exéquaturée. Ça vous évitez de faire double signification. On sait que non seulement ce sont des frais pour le client, mais quand il y a des parties à l'étranger, ça fait des significations à parquet. Ça peut prendre énormément de temps, donc autant éventuellement n'en faire qu'une et pas deux. Donc, cette signification, donc c'est vraiment la signification classique, ce qu'on disait. En fonction des pays, il va falloir voir donc, sur comment signifier, avec toujours également ce délai de distance quand il y a 2 mois supplémentaires, puisque c'est une partie qui est à l'étranger. Donc, on signifie. Très bien. Mais au final, on veut quoi? On veut de l'argent. Et comment trouver cet argent? Parce que signifier dans un pays, ça veut dire qu'au préalable, vous avez quand même essayé d'identifier où est-ce qu'il pouvait y avoir soit de l'argent, soit des biens à saisir. Et c'est une grande difficulté puisque généralement, il y a quand même pas mal d'opacité sur où sont les biens de la partie. Puis surtout, quand on va voir, très rapidement tout à l'heure, quand c'est un bien appartenant à un État, il y a une immunité en plus de saisie qu'on a bien confirmé avec la loi Sapin II pour protéger à l'époque de Ducos, mais je ne rentrerai pas là-dedans. Donc, une immunité tout à fait politique. Bon. Alors, en fait, en réalité, ce n'est pas à ce stade-là qu'on devrait parler de la recherche des actifs. C'est en réalité au début même de l'affaire, avant même d'initier la procédure d'arbitrage. Parce que, à nouveau, dire très bien, on va initier une procédure contre une société qui n'a pas les épaules financières ou alors qui a la capacité en fait à devenir une coquille vide, il n'y a aucun intérêt. Donc, en réalité, cette recherche des actifs, il ne faut pas la faire au moment où on obtient la sentence, il faut la faire dès le début de la procédure. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Généralement, nous, donc on dit, OK, donc on va regarder si c'est une filiale, il y a de très fortes chances que ça devienne une coquille vide. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, peut-être qu'il serait intéressant de mettre la société mère dès le début dans la cause, comme co-défendresse, parce qu'on sait très bien que c'est très facile de faire remonter des actifs. On sait très bien que c'est très facile de signer de fausses conventions ou quoi que ce soit, et puis de faire sortir cet argent. Donc, cette question en fait, de la recherche d'actifs, si je vous la mets maintenant sur les réflexions pour saisir des actifs, en fait, cette réflexion-là, il faut l'avoir dès le départ, puisque si vous ne mettez pas en cause la société mère dans le cadre de la procédure arbitrale, vous aurez des grandes difficultés pour aller saisir les biens de la société mère, puisqu'elle n'est pas partie à la procédure arbitrale. De la même manière, ce qu'on fait généralement, c'est qu'on va mettre des alertes Google, par exemple, sur la société défendresse, voire même le groupe, pour voir un petit peu comment ça se passe tout au long de la procédure. Est-ce que justement, il y a des alertes sur le fait qu'ils soient en train de vendre une partie des actifs, qu'ils soient en train de délocaliser la société? On a une société, par exemple, qui est partie de Suisse pour aller s'installer à Malte, tout en gardant le même nom. Mais donc, on a eu une alerte en réalité pendant la procédure d'arbitrage sur le fait que très clairement, le défendeur était en train d'organiser son insolvabilité. Donc ça, il faut y penser dès le départ. Si vous le faites une fois que vous avez la sentence, c'est trop tard. Donc nous, notamment dans cette affaire, du coup, on avait demandé au tribunal arbitral de nous fournir une garantie, alors non pas pour couvrir toutes les condamnations, parce que ça, ils ne pouvaient pas, mais au moins pour garantir les frais d'avocat. C'est-à-dire qu'on avait déjà donné une alerte au tribunal arbitral en disant « nous ne sommes pas dupes, nous voyons ce qui est en train de se passer ». Et tout ça, c'est parce qu'on avait fait aussi une alerte Google. Après, il y a la possibilité de demander aussi à votre client, qui généralement connaît bien la partie adverse, de suivre un petit peu l'actualité. Donc, c'est vraiment en fait la recherche d'actifs, on ne le fait pas uniquement quand on a obtenu la sentence, j'insiste vraiment là-dessus, c'est dès le départ en fait de la procédure, puisqu'à nouveau, on n'initie pas une procédure qui peut prendre du temps et de l'argent, si en réalité, il n'y a quasiment aucune chance de récupérer de l'argent au final.
On interroge le client. Le client, ce que je vous disais, le client aussi, généralement, il est très au courant de la société avec laquelle il a contracté, pour que ce soit un vieux partenaire. Donc, lui, il peut être informé. Où est-ce qu'il peut y avoir des créances à saisir? Et c'est notamment, nous, le cas aujourd'hui dans une affaire où, en fait, on a fait une saisie auprès d'un des fournisseurs de la partie adverse. Et donc, comme ce pas des saisies, enfin, ce sont des saisies successives, on a juste une première fois signifié à ce créancier qu'il y avait une dette et on n'a pas besoin de le renouveler, c'est-à-dire que l'huissier nous informe régulièrement que finalement, il a saisi encore. Donc là, ça fait 2 ans. Dès que la partie adverse devait récupérer l'argent, plaf, chez ce client, plaf, c'était récupéré, c'était nous qui le prenions. Voilà, donc c'est intéressant aussi de voir un petit peu les partenaires de la partie adverse pour essayer justement de les saisir. Après, on a un système en France qui est quand même particulièrement bien organisé aussi, c'est la recherche FICOBA. Ça, c'est à nouveau un système en France qui est quand même bien particulier. On avait essayé de le faire notamment sur l'Angleterre. Si vous voulez obtenir des informations sur les comptes bancaires, il faut saisir un juge. Donc, il faut initier une procédure qui, lui, pourra vous dire « Ah oui, peut-être que du coup, vous pourriez obtenir ces informations bancaires. » Donc, c'est énormément d'argent. C'est des procédures qui sont très coûteuses. C'est énormément de temps. Alors qu'aujourd'hui, vous appelez l'huissier, en une semaine, il vous dit OK, il y a des sous sur ce compte. Alors, il ne peut pas vous dire le montant, mais il peut vous dire « Oui, il y a des sous, il y a des sous, il y a un compte bancaire, machin. » Puis après, vous initiez. Finalement, ce n'est pas si cher pour essayer de récupérer. Alors, généralement, quand la sentence est sortie, malheureusement, ces comptes bancaires sont rarement bien fournis. Mais en tout cas, c'est un moyen de mettre une pression, puisque c'est souvent à ça, le but, c'est de mettre la pression et de tirer un petit peu dans tous les sens pour obliger l'autre finalement à se remettre autour de la table et dire, bon, OK, tu ne veux pas payer, mais peut-être qu'on peut trouver un arrangement. Parfois, le mieux étant la ligne bien, peut-être que c'est pas mal de se dire, je vais peut-être pas demander le paiement de l'intégralité de la sentence, mais peut-être déjà une partie ou l'aménagement sur plusieurs années, c'est déjà mieux que rien, parce que c'est assez… Alors après, donc, il y a le fichier FICOBA. Après, il y a effectivement aussi les fichiers au niveau du foncier. Il y a possibilité au niveau du cadastre d'obtenir des informations pour voir s'il y a des biens immobiliers. Et là, nous, on a essayé, alors à nouveau plus, pas tant dans l'intérêt financier, mais là, on a fait, alors, je le plaide dans 15 jours, on a fait une saisie de marque. Et là, c'est un groupe. Donc, ça va bien les embêter. Si on obtient la saisie de la marque de ce groupe, ça veut dire qu'ils ne pourront plus. Et donc, il va falloir qu'ils modifient tout leur site Internet. Et donc, toute leur clientèle va être vue. Alors, on n'a pas trouvé beaucoup de jurisprudence, autant vous dire, sur le fait que ça passe. Donc, je pourrais peut-être vous en dire plus, pas dans 15 jours. Parce que c'est un notaire et c'est extrêmement long. Hein, un notaire pour obtenir… en fait, un contentieux sur une saisie de marque qui a été contesté parce que l'huissier a fait une erreur dans la mention, malheureusement. Et donc, on a eu en fait un contentieux qui a été repoussé à 7 mois. Donc, ça fait 7 mois qu'on attend de pouvoir plaider cette saisie de marque, donc, ce qui évidemment réduit notre effet de pression sur la partie adverse pour obtenir le paiement. Mais bon, au fur et à mesure, on arrive à obtenir. Donc, ce serait quand même bien de pouvoir obtenir cette saisie de marque parce que clairement, je pense que ça les embêterait bien. Et puis, évidemment, il y a des sociétés spécialisées qui vont procéder à des recherches d'actifs. Alors, ce sont des sociétés qui peuvent paraître pour le client chères, puisqu'effectivement, généralement, ils sont rémunérés sur un pourcentage de ce qu'ils arrivent à faire saisir. Mais à nouveau, si vous n'arrivez rien à saisir, il y a un moment donné, avoir une belle sentence, c'est bien. Ne pas pouvoir l'exécuter parce que vous n'arrivez pas à trouver les actifs, ça ne sert pas à grand-chose. Donc parfois, c'est ce que je dis aux clients, il vaut mieux savoir un peu lâcher pour essayer d'en récupérer un minimum. Alors ça, je ne vous donnerai pas de nom, je ne ferai pas de publicité sur ces sociétés, mais il y en a quand même pas mal. Comment? Il y en a d'autres. Je ne suis pas vendue à une seule cause. Alors, ce que je disais tout à l'heure, il y a quand même… alors, moi, je suis moins concernée parce que je ne fais pas trop d'arbitrage d'investissement, mais mes associés le font. Après, il faut garder en mémoire que quand vous êtes dans le cadre d'un contentieux, d'une procédure à l'encontre d'un État ou d'une entité publique, il y a quand même cette immunité d'exécution. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas, en principe, alors moi, pas moi qui vais en parler mieux, mais la loi Sapin 2 dit, en gros, vous ne pouvez pas saisir des biens qui appartiennent à un État ou alors qui rentrent dans une mission diplomatique. Donc, à nouveau, ça, effectivement, dans ces cas-là, ça limite fortement
vos chances de recouvrement. Et ça, c'est quelque chose à laquelle il faut penser à nouveau avant d'initier la procédure. Quand vous êtes acquis en état, il faut savoir d'entrée de jeu et prévenir votre client que ça risque d'être assez compliqué d'obtenir le recouvrement des condamnations, mais ça n'est pas impossible. Il y a une affaire justement où il y a eu un jet privé du Congo qui a réussi à être saisi alors que justement il disait non, en fait tous les biens qui sont des biens diplomatiques ne peuvent pas être saisis. Là, il a été démontré qu'en réalité ce jet privé n'était pas utilisé qu'à des fins diplomatiques et donc à partir de là, le jet a réussi à être saisi. Alors après, c'est un coup de poker d'un confrère qui se passionne pour les saisies de biens d'État. Et donc, il faut espérer qu'il arrive à développer sa jurisprudence et à développer les critères pour pouvoir se saisir des biens d'État, parce qu'aujourd'hui, les États sont quand même bien protégés, voire un petit peu protégés. Alors, est-ce que c'est avant ou après la… C'était Luxembourg Hollande et Sapin 2, c'était sous la présidence Hollande, ça, c'est sûr. Ah, Sapin 2, je sais pas. C'est décembre 2016. Donc, c'est la fin de la présidence Hollande. Alors, c'est peut-être à nouveau politique, hein, comme c'était peut-être pas que Yoko, c'était aussi peut-être le voilier russe qui a accéléré la loi Sapin 2 de protection des biens. Voilà. Après, c'est sur cet aménagement, j'avoue, comme je fais plus du commercial, c'est pas forcément quelque chose que je maîtrise, si ce n'est voilà, les grandes lignes sur le fait qu'il y a une immunité, en tout cas d'exécution. S'il y a une possibilité, effectivement aussi, c'est que les États y renoncent, mais à ce moment-là, il faut que la renonciation soit expresse et extrêmement claire. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'États qui ont expressément indiqué qu'ils renonçaient à leur immunité d'exécution. Je ne pense pas. Alors, on en vient maintenant à l'arrêt ou à l'aménagement de l'exécution de la sentence et les accords transactionnels. Donc, les accords transactionnels, bon, ça, il n'y a pas de difficulté. Hein. Ce que je vous disais, il est assez courant lorsqu'il y a des difficultés en réalité dans l'exécution, que les parties se rapprochent, qu'on vienne soit d'un aménagement et d'un étalement de paiement, soit même parfois, OK, j'abandonne une partie de la condamnation, mais en revanche, vous me payez tout de suite. Ça, après, c'est vraiment en fonction de la volonté des parties. Alors, il y a d'abord l'exécution provisoire de la sentence arbitrale. Puisque, à nouveau, la préoccupation première du client, c'est d'obtenir l'exécution la plus rapide de la sentence. Alors, il convient à nouveau de distinguer, dans le cadre de l'exécution provisoire, entre l'arbitrage interne et l'arbitrage international. Dans le cadre d'un arbitrage international, le délai de recours ou le recours en annulation ou encore l'appel de l'ordonnance d'exécution n'est pas suspensif. Donc, l'exécution provisoire est automatique. En revanche, dans le cadre d'un arbitrage interne, les délais de recours et les recours ont un effet suspensif sur l'exécution de la sentence. Donc, si vous êtes dans un arbitrage interne en demande, à nouveau, c'est pas une fois que vous avez obtenu la sentence qu'il faut penser à cette exécution provisoire, c'est quelque chose auquel il faut penser dès le début de la procédure, ou en tout cas au cours de la procédure d'arbitrage, en disant, je suis dans un arbitrage interne, s'il y a un recours, c'est suspensif. Or, moi, demandeur, je veux que ce soit exécutoire le plus vite possible. Donc, pensez à demander au tribunal arbitral d'assortir sa sentence de l'exécution provisoire. Et c'est assez souvent accordé, je trouve, par le tribunal arbitral. Encore faut-il y penser et le solliciter. Donc, dans ces cas-là, ça n'est plus suspensif puisque la sentence est couverte par l'exécution provisoire et donc vous pouvez obtenir l'exécution provisoire même en arbitrage interne. Si jamais vous vous rendez compte que vous avez oublié, ou si vous obtenez le dossier après la révision de la sentence, eh bien, vous pouvez aussi solliciter l'exécution provisoire de la sentence en motivant, par exemple, par un caractère d'urgence ou risque d'insolvabilité. Dans ce cas-là, vous allez saisir le juge, c'est l'article 1497 du Code de procédure, qui précise pour l'arbitrage interne, le premier président statuant en référé, donc on est vraiment dans ce cas d'urgence, ou dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, lorsque la sentence n'est pas assortie de l'exécution provisoire,
ordonner l'exécution provisoire de tout ou partie de cette sentence. Alors, autant c'est assez simple, je trouve, de l'obtenir de la part des arbitres, si vous le motivez un peu par le fait que les parties ne se sont pas exécutées volontairement pendant l'exécution du contrat, ou alors vous voyez bien que leur manière de se comporter pendant la procédure d'arbitrage démontre en tout cas la volonté de ne pas s'exécuter volontairement, puisque par exemple, ils n'ont déjà pas payé la provision dans le cadre de la procédure arbitrale. L'arbitre peut le faire. En revanche, on va voir, c'est souvent plus compliqué d'obtenir du juge soit l'obtention de l'exécution provisoire si elle n'est pas indiquée dans la sentence, soit de demander la suspension, en revanche, de l'exécution provisoire si, cette fois, vous êtes conseil du défendeur, enfin, de la partie condamnée, qui, elle, risque d'avoir une grande difficulté si effectivement la sentence est exécutée à titre provisoire. Donc ça, c'est donc la deuxième partie. Donc, pensez en tout cas, déjà, voilà, il y a plein de points quand vous pensez à l'exécution. En fait, l'exécution, il faut y penser dès que vous initiez, en réalité, la procédure d'arbitrage. Donc, en cas d'arbitrage international, c'est l'exécution provisoire de plein droit. En cas d'arbitrage interne, non, sauf si les arbitres vous l'ont accordé. Ce que je vous disais, c'est qu'il n'est pas rare qu'effectivement, la sentence puisse mettre dans une situation extrêmement compliquée la partie qui est condamnée. Et dans ces cas-là, cette partie-là peut solliciter la suspension. Alors, suspension, mais en réalité, c'est plutôt l'arrêt de l'exécution provisoire ou son aménagement. Alors, d'ailleurs, à cet égard, c'est assez marrant. J'ai un dossier où, en fait, la partie adverse donc, invoque la suspension, sauf qu'elle n'a jamais provisionné, alors que la procédure d'arbitrage a duré 3 ans. Donc, on s'attendait, nous, légitimement, à ce que, du coup, elle mette dans ses comptes une provision en cas de condamnation. Non. Et ça n'est pas considéré comme un manque de diligence par les juges. Parce que vous allez voir, en fait, c'est assez compliqué d'obtenir la suspension. Mais c'est quelque chose qu'il faut garder en tête. Dites-vous que et c'est à nouveau, quand vous faites le suivi, je vous disais tout à l'heure, faites le suivi tout au long de la procédure de la capacité financière de la partie adverse, parce qu'à nouveau, il y a un vrai risque, c'est que le jour où vous obtenez cette condamnation, eh bien, la partie condamnée tombe en cessation de paiement. Et dans ces cas-là, comment recouvrir votre argent? Donc, il faut garder en tête, puisqu'elle n'est pas obligée de provisionner. C'est pour ça que je vous faisais cette précision, elle n'est pas obligée de provisionner, donc effectivement, elle peut se retrouver en cessation de paiement. Alors, si inversement, et je l'ai eu aussi, c'était mon client qui, lui, me disait, mais maître, il faut absolument demander la suspension, parce que si je suis ordonné, et c'était le cas, la sentence avait prévu l'exécution provisoire, mon comptable vient me dire qu'à ce moment-là, j'étais en cessation de paiement, et moi, je ne veux pas être en cessation de paiement. À l'égard de mes clients, c'est juste pas possible. Il faut absolument solliciter la suspension de l'exécution provisoire. Alors, dans ces cas-là, en arbitrage interne, c'est l'article 1497 du Code de procédure civile qui prévoit que le premier président statuant en référé ou dès qu'il est saisi le conseiller de la mise en état peut, lorsque la sentence est assortie de l'exécution provisoire, arrêter ou aménager son exécution lorsqu'elle risque, alors vous allez voir, c'est pas la même chose à nouveau, arbitrage interne et international. Alors là, c'est en arbitrage interne, c'est lorsqu'elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. En arbitrage international, c'est si cette exécution est susceptible de léser gravement les droits de l'une des parties. Donc, ça n'est pas le même texte et ce n'est pas tout à fait la même appréciation, alors qu'en réalité, quand vous lisez, vous avez l'impression qu'en réalité, ça se rejoint. En gros, il faut constater les conséquences manifestement excessives pour l'arbitrage interne. L'arbitrage international, c'est encore, en fait, c'est un degré en plus. C'est-à-dire que là, il va falloir démontrer réellement qu'il y a, ça peut être une catastrophe pour la partie adverse. Alors moi, j'ai lu ça, je me suis dit, bon, alors, c'est bon, j'ai donc la sentence qui condamne mon client, j'ai une attestation de l'expert comptable qui dit qu'effectivement, la sentence est assortie de l'exécution provisoire. Si ça n'est pas arrêté, eh bien, cessation de paiement. Franchement, nous étions en période de Covid en plus. Je suis allée plaider ma petite cause pour la suspension. Je me suis dit, c'est sûr, je vais l'avoir, puisque j'ai quand même la preuve qu'il y a des conséquences qui vont gravement léser ses droits si on est à l'international, puisqu'il y avait aussi évidemment le débat de savoir si on était en arbitrage interne ou international.
Ça, c'était plus simple. Et en tout cas, c'était des conséquences manifestement excessives, puisque du jour au lendemain, il se retrouvait en cessation de paiement. Période de Covid, je me suis dit, on va sauver les entreprises. Pas du tout. Pas du tout. Et j'avoue que j'étais assez surprise par la décision, parce que je vais vous la lire, hein, parce que je ne sais pas en réalité ce qu'il fallait démontrer de plus pour démontrer que l'exécution provisoire de cette sentence allait, en tout état de cause, que ce soit en arbitrage interne ou international, avoir des conséquences excessives, très importantes, puisque c'était la fermeture de l'entreprise de mon client. Eh bien, le conseiller a considéré, je lis, que de même, les éléments fournis par la société, donc mon client, quand bien même ils démontreraient le caractère inopportun de poursuivre actuellement l'exécution de la sentence, vu l'absence de trésorerie, ne permettant cependant pas d'établir le caractère gravement lésionnaire de cette exécution. Donc, je ne sais pas ce qu'il faut fournir si ce n'est j'avoue que je n'ai toujours pas compris, susceptible d'en justifier l'arrêt ou l'aménagement. Voilà, donc ça m'a été débouté et donc au final, mon client a fini en cessation de paiement. Donc je ne sais pas en réalité ce qu'il faut démontrer au juge aujourd'hui pour solliciter l'arrêt ou l'aménagement de la sentence. C'était le conseiller à la cour d'appel. Est-ce que ça sous-entendait derrière une liquidation? Ah oui, oui. Et c'était noir sur blanc, en fait, sur le certificat. On avait fourni une attestation d'expert comptable, puisque la jurisprudence antérieure était, voilà, c'est compliqué de l'obtenir, parce que les conditions sont quand même très importantes, donc quand on lit le code de procédure civile. Mais ce qu'on avait trouvé, nous, c'était à partir du moment où vous démontrez qu'il y a une difficulté, qu'il n'y a pas de possibilité de paiement, sauf à mettre en cessation de paiement et en liquidation. Donc, on avait fourni ce qui avait été reconnu dans d'autres, c'est-à-dire une attestation d'un expert comptable avec, en toute transparence, les comptes de la société. Et donc, l'expert comptable avait conclu, si il n'y a pas arrêt de l'exécution provisoire, il y a cessation de paiement, donc liquidation, manque de trésorerie, ce qu'elle relève. Mais en revanche, ça n'était pas suffisant, ce risque de cessation de paiement et de liquidation, elle l'a considéré que ce n'était pas suffisant, en fait, pour arrêter l'exécution provisoire. Voilà. Donc, au final, en plus, je trouve que ce n'est favorable à personne, puisque lui, en termes d'image à l'égard de ses clients, c'était une catastrophe. Et à partir du moment où il est mis en liquidation judiciaire, la partie adverse, elle ne peut rien retrouver comme argent, puisqu'elle ne peut même pas trouver un aménagement de la sentence, un aménagement de l'exécution. Alors, ce qui était assez marrant, c'est que nous, on n'avait pas sollicité l'aménagement parce qu'on ne pouvait pas solliciter d'aménagement, il n'y avait vraiment plus rien sur les comptes. Donc, c'était la défendresse, donc l'autre partie, qui avait dit, nous, on refuse l'arrêt, mais éventuellement, à titre subsidiaire, on peut proposer un aménagement. Et en fait, elle met bien que dans la décision, donc, elle rejette l'aménagement parce que ça n'avait été demandé par la partie adverse qu'à titre subsidiaire. Et comme, du coup, ce n'était pas nous qui l'avions demandé à titre subsidiaire, bah, du coup, elle n'accordait même pas l'aménagement de l'exécution. Donc, c'est tombé comme un coup près. L'exécution provisoire est ordonnée. Voilà. Alors, du coup, maintenant, je saurais qu'il ne faut pas attendre l'aménagement. Enfin, il ne faut pas écouter l'expert comptable, parce que l'expert comptable disait, vous ne pouvez pas proposer un aménagement, parce qu'en réalité, même l'aménagement, aujourd'hui, on ne pourrait rien payer. Il faudrait un aménagement, mais à plusieurs années. Il fallait attendre de faire un gros deal. Bon, bref, du coup, tout ça pour vous dire que si jamais vous avez une exécution provisoire, vous savez que vous pouvez solliciter la suspension, ça peut être accueilli. Mais voilà, c'est absolument pas garanti que même si vous avez cette attestation, la jurisprudence n'est pas continue. Voilà. Et ce magistrat est aujourd'hui toujours en place, hein. Et donc, c'est souvent elle qui s'en occupe encore aujourd'hui. Donc, voilà, je pense qu'il faudrait peut-être attendre un changement au niveau de la composition, en tout cas, et du conseiller qui est en charge de ces questions de suspension, parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas comment on peut l'obtenir. Voilà, donc après, alors évidemment, ce que je vous disais, l'exécution provisoire, ben, elle s'arrête lorsqu'il y a une procédure collective. Ce qui a été le cas dans notre affaire. Donc, c'est l'article L622-21 du Code de commerce, assez classique. Ouverture d'une procédure collective, ben, il n'y a plus d'exécution, vous ne pouvez plus être payé. Alors, c'est ce que je vous disais, juste pour conclure juste là-dessus. C'est pour ça qu'il est important vraiment de suivre l'état financier de la partie adverse.
N'attendez pas qu'il y ait une procédure collective parce que c'est un petit peu le nerf de la guerre. Pour avoir été aussi de l'autre côté où le client a attendu d'avoir la sentence pour se mettre en liquidation judiciaire, voilà, c'est pas rare non plus. Donc, quand vous sentez qu'il y a une fragilité en face, peut-être qu'au moment de la sentence, tout de suite contacter la partie adverse en disant on va le faire entre nous, on va trouver un moyen de régler, on ne va pas tout demander. C'est mieux que rien. Voilà, parce que les mises en liquidation judiciaire post-sentence, ça n'est pas rare. Alors, j'en viens maintenant à la deuxième partie. Quelles sont les difficultés potentielles d'exécution? Donc, pour que la sentence soit exécutée, il faut tout d'abord qu'elle soit exécutable. Donc, je commencerai par les éventuelles procédures pouvant être initiées lorsque la sentence n'est pas claire ou lorsqu'elle contient une erreur. Ça n'est pas rare, ça n'est pas courant non plus, mais ça peut arriver et j'ai déjà eu le cas. Ensuite, nous verrons les différents recours qui peuvent être initiés contre les sentences. Et après, je vous dirai, si on a le temps, un bref mot, ça va être juste, sur la radiation des recours en annulation. C'est un petit exercice auquel je me suis prêtée ces derniers mois. Je pense qu'on n'est pas passé loin. Mais en tout cas, en l'état, ça a été refusé, mais ça a été bien plus motivé que ça a pu être avant. Puisque je ne sais pas si vous savez, mais en droit commun, en fait, on peut demander la radiation des voies d'appel s'il n'y a pas exécution du jugement. En arbitrage, ce n'était pas le cas. On l'a tenté parce qu'il y avait vraiment une volonté manifeste de ne pas exécuter la sentence. On a sollicité la radiation. Il y a 1 an, le magistrat avait clairement dit non, c'est écarté, puis alors en 3 lignes. Là, le conseiller de la mise en état s'est fendu d'une ordonnance de 4 pages pour justifier que ce droit commun de la radiation n'était pas applicable à l'arbitrage. Voilà, donc ça peut être intéressant parce que je pense que c'est un point sur lequel ça pourrait avoir… on voit en tout cas qu'ils essaient de se justifier de plus en plus et peut-être que du coup, ça va pouvoir arriver en arbitrage. Parce que l'arbitrage du bâtonnier aussi, il y a eu la radiation qui a été autorisée l'année dernière. Bon, pourquoi pas, si ça se met à des procédures exceptionnelles et extraordinaires, pourquoi pas l'arbitrage? Et je trouverais ça en plus particulièrement juste, puisque pourquoi avoir le droit d'initier des recours en annulation alors qu'il y a l'exécution provisoire de droit ou ordonnée? Eh bien, c'est pas grave, en fait, vous avez l'immunité, vous pouvez ne pas exécuter pendant les 3 ans de recours en annulation, mais vous ne serez pas sanctionné. Bon, aujourd'hui, c'est un peu ce qui se passe. Alors, premier cas de difficulté d'exécution. Alors, cette fois, c'est pas que la partie adverse ne veut pas s'exécuter, c'est parce que parfois, il y a des difficultés, en fait, quand on lit la sentence qu'on obtient. Et je vous disais au départ, je suis extrêmement favorable aux arbitrages institutionnels parce que ce type de recours, qui sont l'interprétation, la rectification et la complétion de la sentence, ce type de recours n'arrive quasiment que quand on est dans des arbitrages ad hoc. Les arbitrages institutionnels, vous avez un conseiller qui est en charge de l'affaire et qui va relire la sentence. Donc, typiquement, ce genre de difficulté sur la sentence, quand sa clarté ou le fait qu'il y ait une erreur de chiffres ou alors qu'elle soit incomplète, ça n'arrivera pas dans un arbitrage institutionnel. Je n'ai jamais vu ça. Généralement, c'est vraiment le but, c'est OK, l'arbitrage institutionnel a un coût, mais au moins, vous savez que vous avez une sentence qui va être complète, claire et exécutable. Alors, premier cas, c'est l'interprétation. Alors, l'interprétation, c'est, attention, c'est régi donc par l'article 1485 alinéa 2. C'est lorsque il y a un point dans la sentence qui n'est pas clair. Alors, attention, ça veut dire qu'on interprète. On n'a absolument pas le droit de demander au tribunal arbitral qui saisit de cette demande d'interprétation de revoir sa décision. Il faut juste que ce soit une clarification. Donc ça a été très clairement redit par la Cour d'appel de Paris qui dit la faculté d'interprétation est limitée par l'interdiction absolue de restreindre, d'étendre ou de modifier les droits résultant pour les parties de cette décision. À titre d'exemple, j'ai obtenu donc une sentence ad hoc où les arbitres avaient condamné mon client au paiement de redevances. Sauf que la méthode de calcul du montant des redevances était incompréhensible à exécuter. Et comme en fait dans cette sentence on avait un système de compensation, nous on pouvait réclamer notre paiement que si les autres on arrivait à calculer les redevances qu'on leur devait. Donc en fait, même si on était condamné à des redevances, on avait quand même très envie de pouvoir calculer ce montant, parce que sinon en fait on ne pouvait pas, par le biais de la compensation, être payé de la condamnation de la partie adverse. Donc dans ces cas-là, évidemment,
comme là, en fait, on ne contestait pas le fait de devoir des redevances, on pouvait tout à fait saisir le tribunal arbitral pour qu'il interprète cette méthode de calcul des redevances qu'on était incapable de comprendre et donc de mettre en œuvre. Ensuite, il y a la possibilité aussi de réparer les erreurs et omissions matérielles qui affectent la sentence. Alors, l'erreur, ça peut être parfois le nom d'une partie qui est mise dans la sentence, sauf qu'en fait, cette partie, elle acquiert à l'arbitrage. Alors, j'interviens aussi comme arbitre. Il faut savoir que quand on rédige des sentences régulièrement de 100, 200, 300 pages, c'est comme si on nous disait, vous écrivez des livres quasiment tous les mois. Donc, l'erreur est humaine. Et donc, voilà, ça ne veut pas dire que l'arbitre n'est pas bon. Ça veut dire qu'effectivement, il y a une grosse coquille qui est passée. Et je vous disais, cette coquille, les institutions généralement les voient. Là, donc, il y a eu des sentences où effectivement, il y avait un tiers à l'arbitrage qui était visé dans la sentence, alors que franchement, il n'avait strictement rien à faire là. Donc là, on ne modifie pas en réalité la sentence, sauf à l'égard de cette partie qui n'avait rien à faire là. On ressaisit donc le tribunal arbitral pour qu'il efface en réalité cette partie-là. Il peut y avoir également une simple erreur de calcul. Donc ça, de la même manière, c'est pas rare. Par exemple, quand vous allez faire 3 500 000 plus 4 millions, blablabla, à ce moment-là, il peut y avoir une inversion de chiffres dans le montant total. Donc là, vous ne revenez pas, vous ne demandez pas au tribunal arbitral de revoir son raisonnement, vous demandez au tribunal arbitral juste corriger l'inversion de chiffres. Après, il y a eu une affaire où là, un arbitre, alors ça peut être très élevé. Hein. On avait eu le cas d'un dossier où la petite erreur matérielle était quand même très conséquente pour le client, donc autant vous dire que vous le faites rapidement. Mais ça veut dire aussi, refaites les calculs. Parce que nous, on n'était pas partis à refaire les calculs parce que c'était un arbitrage avec plusieurs centaines de millions et c'était un arbitrage construction. Et en plus, j'en avais fait pas mal. Donc, c'est plein de petites claims qui se cumulent. Et en faisant le montant total, et ben là, le tribunal arbitral s'était trompé. Le client, en fait, lui, a bien regardé, il s'était trompé de 5 millions sur le montant total. Donc, évidemment, erreur matérielle, ça n'a rien à voir avec un problème de raisonnement. Là, en revanche, il y a eu un arrêt où là, le tribunal, l'arbitre, en fait, s'était trompé de 10 millions. Ça veut dire qu'on arrive quand même sur des grosses sommes. Sauf qu'en réalité, ça a été considéré non pas comme une erreur matérielle, mais une erreur de raisonnement. Et dans ces cas-là, l'arbitre ne pouvait pas corriger. Ce n'était plus un cas d'interprétation ou de correction. Là, c'était en fait revoir le raisonnement de l'arbitre qui s'est trompé. Mais est-ce qu'après, ça vaut cette erreur peut faire l'objet d'un recours en annulation pour essayer de retomber sur le bon chiffre? Je n'en suis pas convaincu non plus, puisque vous le savez, les cas de recours en annulation sont extrêmement limitatifs. Donc, il faut faire attention quand il y a une erreur de chiffres, il faut vraiment que ce soit une erreur matérielle et pas une erreur qu'on puisse rattacher à un raisonnement. Donc là, le troisième cas de recours possible, c'est pour compléter la sentence. Donc là, nous sommes dans le cas où un arbitre, ça peut arriver aussi dans le cas d'arbitrage de construction, puisqu'on peut avoir jusqu'à 100 claims. Donc, on peut tout à fait rater une demande. C'est plus rare quand il y a 2-3 demandes dans une procédure qu'un arbitre le fasse, mais ça peut arriver. Et dans ces cas-là, en fait, le tribunal arbitral peut être saisi pour compléter sa sentence. Ça, il n'y a aucune difficulté. Là, dans ce cas-là, on est dans le cas de l'infra-petit a. C'est-à-dire que s'il manque une demande, une décision sur une demande, vous pouvez saisir le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral, il est saisi dans le mois de la signification. Non, dans les 3 mois, pardon, et à force de délai. Donc, dans les 3 mois de la notification de la sentence. Globalement, c'est des choses qu'il faut vérifier en réalité tout de suite, puisque de toute façon, si vous voulez la faire exécuter, la sentence, il faut s'assurer qu'elle soit complète, qu'elle soit claire et qu'elle porte sur les bons montants. Donc, vous saisissez le tribunal arbitral, sachant que normalement, le tribunal arbitral, une fois qu'il a rendu sa sentence, il n'a plus de fonction juridictionnelle. Là, à titre exceptionnel, on va lui redonner sa mission juridictionnelle, alors que normalement, c'est complètement fini. Il doit rendre dans les 3 mois sa correction, son interprétation, sa complétion. Et ensuite, la sentence rectificative est notifiée à son tour dans les mêmes formes que la sentence initiale. Comment? Ça repasse par une nouvelle convention? Non. En fait,
la procédure est réouverte. C'est pour ça que vraiment à titre exceptionnel, parce que normalement, quand vous êtes arbitre, une fois que vous avez envoyé votre sentence, c'est terminé. Votre mission, elle a pris fin, vous n'avez plus de pouvoir juridictionnel. Là, à titre vraiment exceptionnel, on réactive votre mission, mais juste dans un but précis et qui, en aucun cas, ne peut être pour revoir, en tout cas, la décision au fond. Voilà. C'est vraiment, donc, il n'y a pas besoin d'une nouvelle convention. Alors là, du coup, on a vu les recours, interprétation, complétion et correction. On va arriver donc sur les recours plus classiques dont on entend parler. Donc, est-ce qu'il peut y avoir un appel ou est-ce qu'il n'y a que les recours en annulation? Donc, à nouveau, on a refait une distinction, arbitrage interne, arbitrage international. Donc, en arbitrage interne, ça je pense que vous savez, la sentence n'est pas susceptible d'appel, sauf volonté expresse manifeste des parties de pouvoir conserver l'appel. Donc, il faut le prévoir dans la clause compromissoire. Cela dit, c'est très rare. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'avoir une clause compromissoire où les parties souhaitaient conserver le recours en appel, alors que généralement, les parties qui vont à l'arbitrage, c'est justement pour éviter d'avoir un risque d'appel de la décision. Mais bon, ça doit arriver s'ils l'ont conservé, j'imagine. Sinon, évidemment, quel est l'autre recours contre la sentence, que ce soit en arbitrage interne ou en arbitrage international? La voie de recours traditionnelle, c'est le recours en annulation. Donc, les recours en annulation, ça je pense que vous savez, c'est interdiction absolue, en principe, de revoir la décision au fond. Et donc, les motifs et les fondements d'ouverture des recours en annulation sont strictement identifiés dans le Code de procédure civile. Après, avec la jurisprudence actuelle, on peut se demander s'il ne va pas y avoir en réalité un risque de contrôle au fond de plus en plus de la sentence par nos juges de l'annulation. Puisqu'avant, c'était surtout, alors, un des premiers recours, c'est lorsque les arbitres se sont prononcés à tort, compétents ou incompétents. Sous couvert de ce premier fondement, les juges de l'annulation avaient autorisé un contrôle assez poussé. Mais c'était limité avant à cette partie-là, puisqu'en fait, on reparlait de compétences, donc compétences rationnelles matériae, compétences rationnelles personae. Quand vous êtes dans la compétence rationnelle matériae, vous êtes bien obligé finalement d'aller un peu au fond. Mais avant, ce pouvoir d'aller faire un contrôle au fond dans le cadre du recours en annulation, non seulement était interdit, après il a été limité à compétences. Là, la dernière jurisprudence fait que non, finalement, on va l'étendre aussi à l'ordre public. Et puis, j'ai l'impression qu'en fait, ils ont envie de l'étendre un petit peu plus et qu'ils ont envie de reprendre un peu la main sur le contrôle des sentences. Donc, c'est là où moi, j'ai plus d'inquiétude, puisque aujourd'hui, quand vous allez plaider devant les juges de l'annulation, la compétence, en fait, vous réouvrez tout le dossier. Quand vous allez plaider l'annulation sur la violation de l'ordre public, vous allez replaider tout le dossier. L'avantage, c'est que vous avez une main. On va voir. La Chambre internationale a cet énorme avantage, c'est de vous laisser plaider. On a même eu des auditions d'experts, on a eu des auditions de professeurs, des auditions de témoins. Ils ont fait ça très bien. Mais en revanche, voilà, j'avais l'impression de replaider ce que j'avais plaidé devant le tribunal arbitral et je pense que ce n'est pas la place de le faire devant la cour d'appel. Après, je ne suis pas persuadée d'être en majorité. Il y a beaucoup de doctrines qui trouvent ça excellent d'avoir la police des arbitres qui vient voir. Et puis après, je trouve aussi que ça permet, donc après, je trouve que ça permet aux parties de conserver des arguments, puisqu'aujourd'hui, en fait, il peut y avoir une réouverture complète telle des sentences qu'on autorise les parties, dans le cadre de la procédure d'annulation, à soumettre de nouveaux éléments de fait et de droit qui n'ont jamais été débattus devant les arbitres. Donc, on va annuler une sentence pour des éléments pour lesquels les arbitres n'étaient même pas au courant. Et je pourrais comprendre éventuellement au nom de la justice qu'on puisse soumettre de nouveaux éléments de fait et de droit pour refaire en fait le procès. Mais encore faudrait-il justifier que ces éléments de fait et de droit n'étaient pas connus pendant la procédure d'arbitrage. Parce que là, oui, à ce moment-là, au nom de la justice, on peut réouvrir si, depuis la sentence, on a connaissance de nouveaux faits, de nouveaux arguments juridiques et tout ça. Je veux bien. Mais si on ne démontre pas qu'en fait, ça, on ne le savait pas déjà pendant la procédure d'arbitrage, je trouve ça regrettable, en fait, qu'on ouvre aujourd'hui le recours en annulation à un tel contrôle des sentences au détriment des arbitres qui avaient fait très bien leur job avec ce qu'on leur donnait. Ce
Il faut voir, en fait, l'arbitre, il est tenu à ce que les parties leur donnent, mais à la fois, ils peuvent être annulés parce qu'en fait, ils n'ont pas tranché sur des éléments qu'on ne leur a pas donnés. Et quand on est arbitre, s'il y a bien une chose qu'on déteste, ce qui nous fait horriblement peur, c'est d'être annulé. C'est ma bête noire. Je suis complètement schizophrène. J'adore faire des recours en annulation. J'ai terriblement peur de tomber sur un confrère comme moi qui adore les recours en annulation, qui annule ma sentence. Voilà, donc c'est vraiment… L'arbitre, il est tenu de par sa convention de ne se prononcer que sur les éléments Ouais. qui nous sont fournis. Et là, Parce que ce qui est même fou, c'est que complètement. Ce qui est fou, c'est que quand moi j'avais commencé à rendre des sentences, par exemple à la CCI, il y a une dizaine d'années ou à 15 ans, on avait le droit de citer à l'époque des jurisprudences qui n'étaient pas visées par les parties parce que ça relevait du droit commun, parce qu'elles avaient invoqué par exemple la volonté des parties. Alors du coup, on allait piocher l'article du code qui le disait parce que souvent ils ne nous le disaient pas. Donc moi j'aimais bien dans mes sentences fondées, mais sur des choses qui avaient déjà été invoquées de manière large, mais moi, du coup, je mettais, oui, l'article, conformément à l'article, machin. Aujourd'hui, vous n'avez plus le droit. Si les parties ont oublié de viser un article du code, vous n'avez pas le droit d'ajouter cet article du code. Si les parties n'ont pas visé une jurisprudence, et souvent elles le font pour les frais, par exemple, les frais de l'arbitrage, normalement, vous dites, oui, alors comme le veut l'usage, la partie qui gagne se verra remboursée. Sauf qu'il y a quand même une doctrine derrière tout ça. C'est pas que l'usage. Donc, moi, j'avais l'habitude de viser de la doctrine qui disait ce que disaient les parties. Aujourd'hui, cette doctrine, vous ne pouvez pas la viser dans votre sentence si elle n'est pas soumise dans le cadre de la procédure d'arbitrage. Mais à côté de ça, vous pouvez être annulé parce qu'il y a des parties qui ont considéré qu'elles n'avaient pas tout soumis à un moment donné, alors qu'ils avaient peut-être déjà ces éléments de fait et de droit, et qu'elles ont attendu le juge de l'annulation pour le… Voilà, donc il y a quelque chose qui me gêne aujourd'hui dans cette jurisprudence. Je l'ai plaidé récemment devant la cour d'appel où j'ai tenté devant le maître de Paris Schooner de lui dire que cette décision n'était quand même pas terrible. Bon, je me suis fait écarter. J'avais essayé de la cantonner uniquement à certains aspects où effectivement j'expliquais quand même que c'était très bien, mais il fallait vraiment que cette décision Schooner soit limitée, parce que sinon en fait on réouvrait le débat au fond devant la cour d'appel et c'était pas le lieu. Bon, je me suis retoquée, et puis là, en septembre, de toute façon, il est venu à nouveau réaffirmer que là, c'était l'extension générale du contrôle au fond des sentences. Donc, je dois replaider devant cette cour en novembre. Je vais écarter ma partie des conclusions sur l'arrêt Schooner. Je ne vais pas me ridiculiser. Voilà, donc le recours en annulation, donc, je pense que vous connaissez les différents fondements. C'est le fait déjà que le tribunal arbitral se soit déclaré à tort compétent ou incompétent. Donc ça, on en a parlé. Donc ça, c'est un motif, sachant qu'il y a donc la compétence rationnée personae, c'est-à-dire que quand le tribunal arbitral a par exemple étendu la sentence à un tiers non signataire, par exemple la maison mère. Nous, on avait eu un cas où on a eu un recours en annulation qui va passer en cassation, on l'a appris la semaine dernière, où là, la partie adverse avait essayé d'attraire le tiers financeur comme co-demandeur à la procédure d'arbitrage. Donc, on avait obtenu dans le cadre de la procédure arbitrale que le tiers financeur soit écarté. Et donc, ils ont fait un recours en annulation contre cette sentence, considérant que le tribunal arbitral s'était à tort considéré incompétent à l'égard du tiers financeur. Donc, c'était bien. On s'est dit, ça va protéger les parties impécunieuses. Il ne faut absolument pas que les tiers financeurs soient attraits dans les procédures d'arbitrage comme co-demandeurs, sinon ça va être encore plus cher pour les parties qui n'ont déjà pas les moyens de se payer une procédure d'arbitrage. Sauf que là, on vient d'apprendre que cette décision de la Cour d'appel, ils viennent de faire un pourvoi en cassation. Donc, hop, nous voilà repartis et on va replaider, enfin pas moi, cette question intégralement, puisque typiquement, le fait que le tiers financeur soit attrait à la procédure d'arbitrage, ça a été replaidé au fond intégralement devant la Cour d'appel. Intégralement. Donc, on a repris nos plaidoiries qu'on avait faites devant le tribunal arbitral. Donc, c'est pour ça le recours en annulation, c'est pas la révision au fond. Faire attention. Donc, deuxième cas, deuxième cas, c'est lorsque l'ultra petit a, hein, donc inversement, on a vu tout à l'heure que si le tribunal arbitral ne répond pas à toutes les questions, à ce moment-là, on peut le ressaisir pour qu'il complète. En revanche, si il va au-delà de sa mission, c'est-à-dire qu'il accorde des demandes qui n'ont pas, il
condamne à des choses qui ne lui ont pas été demandées, dans ces cas-là, la sentence peut être annulée. Alors, il faut savoir que ça arrive encore. On a obtenu l'annulation d'une sentence. Alors, c'est une annulation partielle, en fait. Hein. C'est les condamnations qui ont été accordées qui n'étaient pas demandées. C'est uniquement ces condamnations-là qui ont été annulées. Le reste de la sentence est resté. Ah oui, je voulais vous dire parce que juste, si vous sollicitez, il faut faire attention, si vous sollicitez l'exéquatur de la sentence, parce qu'il y a une partie de la sentence qui vous donne raison, mais que vous demandez le recours en annulation aussi de la sentence, il faut faire attention, parce que si vous demandez l'exéquatur totale, on peut vous opposer que vous ne pouvez pas du coup faire un recours en annulation, puisque vous avez demandé justement la reconnaissance de la sentence. Donc, pensez bien que ce n'est pas souvent noir et blanc, il peut y avoir des parties qui vous intéressent, des parties qui ne vous intéressent pas. Donc, quand vous demandez l'exéquatur, pensez à demander l'exéquatur partielle, c'est possible de le faire. Et inversement, demander du coup le recours en annulation partielle sur la partie de la sentence que vous ne voulez pas. Sinon, voilà, on va vous opposer en fait la contradiction de vos arguments. Donc, c'est déclaré à tort compétent incompétent, inexistence ou inapplicabilité de la convention d'arbitrage, nullité de la convention d'arbitrage aussi. Ça, donc, évidemment, l'arbitre n'a pas de mission. Donc, dans ces cas-là, il ne pouvait pas rendre la sentence. Le tribunal arbitral a été irrégulièrement constitué. Alors, ça, c'est quand même un cas encore très courant, ce qui est assez fou, puisque c'est souvent violation par les arbitres de leur obligation de révélation. Alors, c'est vrai qu'on a, si vous comparez avec les juges, des obligations de révélation quand même assez démesurées, puisqu'il faut dire avec qui vous faites du sport. Mais d'un autre côté, on se retrouve avec des arbitres qui, aujourd'hui, parfois, oublient effectivement, alors, volontairement ou pas, de donner des informations quand même fondamentales. Et on a régulièrement des sentences qui sont annulées pour violation de l'obligation de révélation. Je ne comprends pas aujourd'hui que ça arrive encore. Je pense qu'il vaut peut-être mieux trop révéler, mais comme ça, au moins, après, vous êtes tranquille. Après, si vous êtes partie aussi, attention, il faut bien garder en mémoire que les parties ont une obligation de vérification minimum, parce qu'il y a la notion de fait notoire. Donc, si par exemple, il y a un fait qui était facilement accessible sur un lien entre un arbitre et un conseil, et que c'était facilement accessible sur Internet, on va considérer à ce moment-là qu'il n'y avait pas d'obligation de révélation. Et ça, c'est assez marrant, parce que j'ai eu l'occasion de le plaider. Il fallait que je démontre à la cour d'appel qu'en 3 clics sur Internet, en fait, les parties avaient accès. C'était un jeu du nombre de clics. Mais c'est passé, puisqu'aujourd'hui, il y a justement cette petite possibilité d'échapper à la violation à l'obligation de révélation en disant c'était notoire. Je trouve ça parfois un petit peu dangereux. Donc voilà, juste quand vous avez un client, bien lui dire, on va quand même faire un petit check rapide sur Google. L'obligation, elle n'est qu'au départ de la procédure d'arbitrage. Il n'y a aucune obligation qui pèse sur les parties au long de la procédure d'arbitrage, contrairement aux arbitres qui, eux, doivent révéler tout au long de la procédure. Ensuite, il y a comme autre motif, c'est lorsqu'il y a violation du principe de la contradiction qui n'a pas été respecté. Alors là, c'est pareil. Hein. Attention, si le tribunal arbitral soulève un argument qui n'a pas été discuté avec les parties, à ce moment-là, il peut y avoir annulation de la sentence. Donc, toute cette frustration, puisque vous êtes tenu par les écritures des parties, et parfois les écritures sont particulièrement mauvaises. Donc, c'est très compliqué en plus de rendre des sentences dans ces cas-là, puisque comme vous n'avez pas le droit d'aller piocher dans le droit qui n'a pas été soulevé devant l'arbitre, l'arbitre, il est obligé de rendre une sentence avec quasiment rien. Donc, en fait, c'est souvent des sentences hyper factuelles, très frustrantes, mais vous n'avez pas le droit d'aider les parties, sinon on va vous dire rupture de l'égalité, principe du contradictoire, vous avez soulevé un argument qui n'avait pas été débattu par les parties au cours de la procédure. Il y a un petit sentiment quand même de frustration aujourd'hui, parce que je trouve qu'il est un peu trop strict ce principe de la contradiction. Et puis, évidemment, dernier cas d'annulation, c'est la contrariété à l'ordre public. Donc là, vaste sujet entre qu'est-ce que l'ordre public interne, qu'est-ce que l'ordre public international. Et puis maintenant que le juge de l'annulation va pouvoir en plus vérifier si les arbitres ont bien tranché sur ce point. Donc là, je pense qu'on va être face à des décisions à venir, surtout, comme je disais ce matin, qu'il y a une modification au sein de la composition de la Chambre internationale à Paris, puisque l'ancien président Ancel passe à la Cour de cassation.
on saura à peu près ce qui sera décidé maintenant tout en haut. Mais voilà, la nouvelle personne en charge au niveau président n'est pas non plus à la cour d'appel, n'est pas non plus quelqu'un rompu à l'arbitrage. Donc, on va voir si ça ne va pas faire une modification, en tout cas au niveau de la jurisprudence. En tout cas, sur le tiers, je suis en train de réaliser en vous parlant que sur le tiers, comme c'est Ancel qui avait rejeté le recours en annulation contre le tiers financeur, donc maintenant qu'il sera passé à la Cour de cassation, j'ai peut-être une chance d'avoir une confirmation. Il était assez convaincu. Voilà, je suis désolée, en fait, ça passe très, très vite. Il est déjà 10 heures. Donc, si vous avez des questions, ça va aller très vite. Je vous remercie. Vous me demandez comment associer l'exécution de la sentence arbitrale au société mère accompagnée par la clause. Il faut le faire au début de la procédure d'arbitrage, sinon c'est très compliqué. Après, il faut voir s'il n'y a pas des liens de compte courant entre la filiale et la société mère. Ce sera plutôt à voir justement avec un expert comptable pour essayer d'analyser les liasses fiscales, tout ce qu'on peut trouver en fait en ligne. Mais c'est pour ça qu'idéalement, c'est vraiment attraire la société mère, c'est quelque chose qu'il faut faire dès le début de la procédure d'arbitrage. Après, c'est plus compliqué pour essayer de retrouver, de faire remonter. J'avais une autre question à vous poser. Je voulais savoir si vous aviez écouté donc, le thème de la sentence et après. Un point qui n'a peut-être pas été abordé, c'est la cession de la sentence. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez été confronté? Non, pas du tout. Non, non. Après, je sais que c'est un point dans le cadre en fait, de conférences OADA qui était abordé sur les sentences et les garanties. En fait, ça peut devenir un moyen de sûreté. Enfin, il y a énormément de choses qui se passent au niveau de la sentence. Ça ne m'est jamais arrivé encore. Et je pense que ça pourrait poser de jolies questions, un peu comme le tiers financeur, en fait, après aussi, quand vous voulez faire l'exécuter, ou même après, est-ce que quand il y a cession même de la créance pendant la procédure d'arbitrage, je pense que c'est déjà arrivé aussi, pour le coup. On a vu un peu ce débat, en fait, sur le tiers financeur. Est-ce qu'il n'était pas devenu cessionnaire par anticipation en cas de… Par le financement, ça se met des clauses de cession sous conditions suspensives. Oui, mais alors justement, c'est là où ça avait été la Cour d'appel et le tribunal arbitral avaient bien considéré qu'en fait, c'était un créancier hypothétique. Et donc, la créance ne deviendrait certaine, exigible, qu'à l'issue de la sentence. Donc, au moment où ils rendent la sentence, le tiers financeur n'est pas encore un créancier certain. Et donc, c'est comme ça qu'ils avaient considéré qu'ils n'avaient pas compétence à l'égard du tiers financeur. Au-delà de ça, même si vous avez le droit français applicable sur cette procédure, le réel enjeu, c'est le retrait litigieux, en fait, si vous cédez la sentence en un tiers financeur. Alors, ça… Ce qui fait qu'en fait, avec le mécanisme du retrait litigieux, le défendeur a simplement appelé le prix de la cession et de l'action cédante. D'accord. Un nouveau mardi que vous pourrez animer. Merci beaucoup.